Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. La première cause de divorce, ou enfin en tout cas de séparation, c'est l'infidélité. Or, l'infidélité n'est pas forcément une preuve de désamour, même si bien sûr elle est souvent le signe que quelque chose ne va plus très bien dans le couple. Voilà pourquoi il est peut-être intéressant de ne pas tout de suite prendre une décision définitive et d'essayer d'abord de comprendre pourquoi c'est arrivé à l'un ou à l'autre des partenaires, puisque aujourd'hui, les femmes rattrapent presque les hommes sur les questions d'infidélité. Alors, c'est ce que je vous propose aujourd'hui en compagnie de Jacob Azerwal, qui travaille sur le couple avec l'objectif d'aider justement ce couple à se construire plutôt qu'à se détruire. L'infidélité est évidemment toujours un passage douloureux, difficile même, mais comme toute crise, elle peut être dépassée et parfois même renforcer le lien. Donc, si vous êtes dans cette étape de votre vie de couple ou si vous l'avez traversée et que vous avez envie d'en parler, eh bien, je vous invite à venir témoigner. Pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Jacob Azerwal. Bonjour Brigitte, et à la fois je vous dis merci et bravo, merci de m'avoir invité et bravo pour cette manière d'amener le sujet de manière extrêmement élégante et effective. En tout cas, vous en parlez dans votre livre, Un couple, les clés pour le réussir, aux éditions Guy Trédaniel. J'ai vu plusieurs passages où vous évoquez l'infidélité. Alors bon, quoi qu'il en soit, même si on a une très très bonne estime de soi, même si on va bien, c'est quand même toujours un passage un peu difficile, un peu douloureux pour tout le monde. C'est pas tellement agréable de savoir que l'autre a eu envie, besoin de batifoler ailleurs. Absolument, mais je vais vous choquer, mais parfois c'est douloureux pour les deux parties. Je n'oublierai jamais, ça m'a choqué. Une fois, un de mes patients m'a rapporté un épisode où sa femme, elle lui a dit, tu sais quoi, je pense que la meilleure des manières pour te pardonner de m'avoir trompé, je crois que je vais te tromper. Alors d'abord, il commence par faire une crise, et puis il finit par lui dire, tu sais quoi, oui, je veux que tu me trompes, que tu sentes la honte que je suis en train de ressentir, le regret et la douleur de t'avoir fait de la peine. Oui, bien sûr, mais c'est pas. Enfin, dans un premier temps, c'est. Moi, j'aime pas d'ailleurs dire qu'il y a un coupable, une victime. Parfois même, le coupable ou la coupable, c'est celui qui est trompé, parce que s'il a pas, enfin, s'il a refusé la sexualité depuis 3 ans, qu'il a été désagréable, etc. Bon, qu'à un moment l'autre aille chercher du réconfort ailleurs, on pourrait presque dire que c'est normal. Absolument, parce qu'effectivement, la question se pose, parce que vous, d'ailleurs, par contre, d'entrée de jeu, vous avez présenté l'infidélité comme est-ce que l'infidélité c'est un symptôme que ça ne va pas, ou la cause que le couple va faire qu'effectivement il va battre de l'aile. En effet, est-ce que, si je prends l'exemple d'un homme qui est trompé, est-ce qu'il doit en vouloir à son amant, à sa femme ou à lui-même? À son amant qui est un prédateur qui malheureusement prédateur, le mot peut-être un peu fort, vous comprenez l'idée en tout cas, c'est dire ces gens-là qui vont utiliser des moments de faiblesse, parce qu'il y a toujours parfois de l'eau dans le gaz dans un couple, et effectivement il y a des gens qui effectivement vont utiliser ce moment pour se faufiler. À sa femme d'avoir cherché ou sa compagne d'avoir cherché une solution à l'extérieur avant de la chercher à l'intérieur, et puis à lui-même, comme vous avez si bien dit, ou bien de ne pas s'être assez investi, c'est-à-dire de ne pas avoir accordé assez d'attention, et comme le disent certaines, il y avait une place à prendre, donc voilà, ou pire, de l'avoir méprisé, voire humilié, etc. Alors moi j'avais quand même envie sur ce sujet de l'infidélité, Jacob Azerwal, d'évoquer quelque chose qui peut-être va vous choquer, mais qui me semble important. Pourquoi au fond l'infidélité est si grave que ça dans un couple, alors que bon c'est pas non plus quelque chose qui remet forcément en jeu la relation réelle des deux partenaires. C'est peut-être un moment certes sexuel, mais une parenthèse en quelque sorte. Est-ce qu'il serait pas possible, puisqu'on parle de liberté sexuelle depuis tellement d'années, est-ce qu'il ne serait pas possible finalement de se dire, au fond, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que Alors, ma chère Brigitte, je sais que vous m'avez souvent habitué à des analyses extrêmement fines, donc si on reprend l'histoire, en fait, je ne peux pas moi me substituer aux gens qui sont concernés. Je m'explique. J'ai un chapitre dans le livre Savoir s'aimer qui est sur le pardon, qui fait 68 pages. Il m'a été inspiré pour l'essentiel par 2 couples où il y a eu infidélité, l'une sexuelle, l'autre conceptuelle.
sexuel, c'est-à-dire le mari a glissé lors d'un pot de professionnel, et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et l'autre conceptuel, dans le sens où là, c'était l'homme qui considère que c'est comme s'il avait été trompé par sa femme, parce qu'avant de se marier, ils avaient un certain programme, certains idéaux. Lui a respecté sa part du contrat, elle ne l'a pas respecté. Pour lui, c'est de l'infidélité. Et en fait, la question qui s'était posée et qui est atroce, c'est que l'un comme l'autre, donc dans un cas c'était l'homme, dans l'autre c'était la femme, ils vous disent « je l'aime, je veux lui pardonner, mais je n'y arrive pas ». Pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, dans le fameux chapitre sur le pardon, j'avance, avant de commencer de parler du pardon, j'ai parlé de l'impardonnable. L'impardonnable, ça veut dire que j'explique que avant de pouvoir définir ce qui est possiblement pardonnable, je vais d'abord définir ce qui est impardonnable. Eh ben, dans l'impardonnable, la question qui se pose, elle est extrêmement délicate, parce qu'il y a des choses objectivement impardonnables, des crimes contre l'humanité, l'inceste, des choses comme ça, évidemment, la question ne se pose même pas, c'est impardonnable. Mais finalement, dans l'impardonnable, il va y avoir des choses qui sont non plus objectives, mais subjectives. Je m'explique. Oui, le cas, par exemple, de l'infidélité. Ça sera impardonnable pour exactement, certains. même un simple baiser, il y a des hommes ou des femmes qui sont d'une intégrité telle que pour eux, il n'y a pas possibilité. Maintenant, effectivement, il y a plein de sous-chapitres et de sous-chapitres. Je suis pas d'accord avec vous, parce que ça semble impardonnable pour cette personne. Imaginons que c'est impardonnable pour cet homme que sa femme embrasse sur la bouche un autre homme. Bon, c'est impardonnable, mais ça repose sur des croyances, ça repose sur des choses qui sont peut-être à analyser, à élaborer et à dépasser. Mais bien sûr, j'ai jamais dit que moi je vais l'accorder. Pourquoi? Parce qu'après, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, moi j'aime le cinéma américain qui finit toujours bien. Donc quoi qu'il en soit, je vais essayer de retomber sur mes pattes, autant que faire se peut, parce qu'il y a des fois qu'on peut rien rattraper. Effectivement, quand il y a récidive, parce qu'il faut jamais confondre la première fois à la deuxième fois, etc. Mais par exemple, dans le cas dont vous parlez, effectivement, je vais essayer d'expliquer que parfois, il vaut mieux un -10 qu'un -100. En business, par exemple, tout le monde sait, quand vous avez une solution A, une solution B, solution A, elle va vous coûter 10 000 €, la solution B va vous coûter 100 000 €, je vais préférer la solution A. A, c'est-à-dire ça peut être un licenciement ou fermé ou un budget de communication, etc. Donc il faut toujours, quand on n'a pas de bonne solution, on choisit la moins mauvaise. Or, on le sait que si jamais on rompt et c'est un divorce, une dislocation familiale, etc., est-ce que réellement ça vaut le coup d'exploser toute une famille pour ça? J'ai pas dit que c'est pardonnable, mais je dis de l'autre côté. Pourquoi? Parce que pour moi, attention, parce que pour moi, ne pas pardonner dans certains cas est presque aussi cruel, sinon parfois plus cruel que la personne qui a glissé. La personne qui a glissé, qui va demander pardon, mais bien ça on va en parler je pense plus tard, et l'autre ne fait aucune preuve d'indulgence, parce que le fameux, vous savez dans le couple, mon livre sur le couple, le sous-titre c'est « Je tue nous ». Dans l'histoire de l'infidélité, on a deux « je tue nous ». Le jeu qui tue le nous, c'est-à-dire il y a une histoire d'égoïsme. Mais l'égoïsme, il peut se manifester des deux côtés. Un, de la part de la personne qui a trompé, qui a fait fi de l'autre, pas de considération, mépris, etc. Mais de l'autre côté aussi, l'autre qui ne fait preuve d'aucune indulgence et qui est uniquement dans son univers, dans sa souffrance, etc., mais qui ne tient pas compte d'un contexte, etc., c'est aussi une forme d'égoïsme. Et puis, ce qui est intéressant aussi à signaler pour démarrer l'émission, puis après évidemment on donnera la parole à ceux qui nous écoutent, et puis on fera du cas par cas, parce que je crois que c'est vraiment un sujet sur lequel il faut faire du cas par cas. Ce que je trouve aussi intéressant à remarquer, c'est que les couples ne vont jamais en amont discuter de ce sujet. Jamais on va... C'est comme si c'était évident, sous prétexte qu'on fait couple, qu'il n'y aura pas de relations extra-conjugales. Alors que ça pourrait se négocier, ça pourrait, enfin, je veux dire, on pourrait évoquer un peu le sujet mais c'est un sujet qui est terriblement difficile à aborder en calmement. Vous voyez, là, je vous reconnais effectivement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, tout est dans la nuance. Parce qu'effectivement, c'est le cas par cas. Malheureusement, que Dieu salué en paix, Georges Wolinski. Si vous vous rappelez, ils avaient un couple très très particulier. Mais je peux vous assurer... Je les connaissais bien, donc avec Nathalie, donc effectivement... Maryse. C'est Maryse, pardonnez-moi. Oui. Mais quand vous lisez des extraits de confidences de Georges, mais vous êtes choqués tellement il vivait ça, entre guillemets, paisiblement et sereinement. Mais ça, encore une fois, et c'est là toute l'histoire, c'est l'histoire de chacun.
C'est pour ça, c'est le cas par cas. Et effectivement, vous avez raison. Là, quand vous parlez en amont, pourquoi? Parce que l'histoire de l'amont est fondamentale. L'histoire de l'amont est fondamentale. Pourquoi? Parce que... Et non pas de l'amant. Pas mal. De l'amont et on a de raisonner toujours en amont parce que bon, malheureusement, j'ai passé ma jeunesse chez ma dentiste et ma dentiste m'avait expliqué que l'histoire de les anciens, ils ont toujours raison. Il vaut mieux prévenir que guérir. Une carie, c'est très facile à soigner. Si on tarde, c'est le bridge, l'implant, etc. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, comme vous avez plus ou moins fait allusion tout à l'heure, une fille qui fait la grève du sexe, un homme qui ne s'occupe pas de sa femme, etc. Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Sincèrement, vous pensez quoi? Qu'il va rien se passer? Forcément, il va y avoir quelque chose. Ou une crise, en tout ou cas, pire. on laisse une porte entrouverte. Donc, n'hésitez pas, et on va évoquer tout ça. Et d'ailleurs, moi, je reviens du Cap d'Agde où on a beaucoup évoqué le libertinage. Et c'est pareil, on voit des couples qui libertinent ensemble, qui donc ont des relations sexuelles avec d'autres. Et pourtant, la jalousie est là, et il n'est pas question que ça se passe en dehors des soirées libertines, etc., etc. Donc, on voit bien que même si on croit qu'on avance sur la question de la sexualité, ça reste encore quelque chose de très de l'ordre de la possession. L'autre nous appartient et il n'est pas question qu'il aille voir ailleurs. C'est quand même peut-être un petit peu un sujet qu'il faudrait aborder un peu plus profondément, me semble-t-il. D'accord, mais alors, effectivement, il y a des cas, en effet, où je vous rejoins, il s'agit de possession, mais il y a des fois que tout simplement, l'exigence d'un renoncement, parce que aimer, c'est parfois aussi renoncer. Renoncer, c'est-à-dire que l'exclusivité, c'est ce que je vais expliquer à un moment, c'est que c'est pas forcément une histoire de morale judéo-chrétienne, c'est parfois aussi à la fois une preuve d'amour, et c'est aussi une condition d'établir un cadre dans lequel on peut s'apprécier au sens strict du terme, c'est-à-dire se déguster réellement, parce que quand on est parasité, on va pas véritablement apprécier l'autre. Oui, enfin, c'est quand même la morale judéo-chrétienne qui a beaucoup appuyé sur l'exclusivité sexuelle dans le couple, hein. C'est peut-être de ça aussi dont on peut parler aujourd'hui. En tout cas, vous nous appelez au 0826 300 300 et on vous donne la parole. Et dans un instant, c'est Sophie. Alors j'espère que ce ne sera pas le malheur de Sophie, justement. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Jacoba Zeroual à l'occasion de la sortie de ce livre aux éditions Guy Trédaniel, Couple, les clés pour le réussir. Et nous abordons un des sujets essentiels dans le couple, la fidélité, ou plus exactement aujourd'hui, on va voir les questions d'infidélité. Et Sophie est avec nous. Je crois que vous avez vécu cette crise, Sophie, il y a quelques temps. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Oui, alors, merci à vous de m'accueillir. Allez-y, je vous en prie. Oui, alors moi j'ai été à 2 reprises. Donc premier mariage, donc je me suis mariée, 23 ans de vie de couple et je pense que c'est en partie de ma faute pour la première fois. C'est-à-dire enfin en partie de ma faute. Disons que j'ai eu un accident de voiture qui ne me permettait pas d'avoir une relation sexuelle quotidienne. D'accord, mais vous avez fait exprès d'avoir cet accident de voiture? Non, pas du tout. Eh ben alors, donc c'est pas de votre faute, donc. Non, bien sûr, mais après, bon, il y avait quand même un certain détachement de ma part. Voilà. Bon, en tout cas, non, mais je comprends ce que vous voulez dire quand vous dites c'était un peu de ma faute. C'était pas de votre faute, éloigné, en fait, mais vous étiez certainement pas bien et au lieu que ça vous rapproche, ça vous a éloigné et donc l'infidélité est arrivée. Mais je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est plutôt l'accident de voiture qui vous a éloigné et qui a donc laissé place à l'infidélité. Mais à la limite, c'est pas ni vous ni lui qui est responsable. C'est je dirais, l'incapacité à vous rapprocher suite à une épreuve qui était cet accident de voiture. Oui, mais ce qu'elle précise malgré tout, c'est qu'elle dit qu'au-delà de l'éloignement physique, il y a aussi un éloignement affectif. Et c'est là Oui, voilà. Mais sans doute parce qu'il n'a pas su être là par rapport à la souffrance qu'elle a traversée par rapport à cet accident, je suppose. Il aurait dû avoir plus de compassion et plus de solidarité, bien au contraire. Sans doute. Il était dans le déni. Il ne voyait pas mes souffrances. Oui, bien sûr. En fait. Et vous n'avez pas su lui expliquer, etc. Enfin, vous étiez jeune, et puis on refait pas, comme on dit, on refait pas l'histoire. Hein. Tout à fait. Mais bon, et donc vous avez vécu une deuxième situation d'infidélité ?
Oui, donc je suis restée quelques temps toute seule, environ 3 ans. Oui. Et ensuite, je me suis remise avec un garçon pendant 4 ans et demi. Et au bout de 4 ans et demi, j'ai malheureusement reperdu un travail. Parce qu'au premier accident de la route, j'ai perdu mon boulot. Parce que je ne pouvais plus du tout faire Votre travail, oui. au travail à cause d'une pathologie, quoi, que voilà, le porte-charge, etc. Et donc du coup, j'ai épousé un autre travail qui était très intéressant, mais la structure a été rachetée, enfin bref. Donc j'ai été licenciée sans trop m'y attendre. Et à ce moment-là, il dépendait quand même beaucoup de moi financièrement. Et quand il a su que je perdais mon travail, et puis un soir, je suis rentrée chez moi et la maison était vide. Il avait pris tous ses effets personnels, et il était parti. Et bien sûr pour quelqu'un d'autre qui avait une bonne situation et surtout un bon compte en banque. C'est peut-être pas une très grande perte là, hein? Non, pas du tout. Non, mais je sais bien que sur le moment vous avez dû souffrir, hein. Mais Oui, beaucoup. et là, vous voyez, il y a c'est une trahison, c'est-à-dire que il vous quitte pas pour des questions sexuelles, il vous quitte parce que c'est quelque part quelqu'un qui était intéressé. Oui, tout à fait. Oui, c'était quelqu'un d'intéressé. Mais grâce au ciel, donc ce n'est pas les malheurs de Sophie, grâce au ciel, j'ai retrouvé quelqu'un qui est très fidèle et avec qui je suis bien, quoi. Enfin voilà, c'est j'ai une confiance absolue. Bah, tant mieux. Il m'a redonné confiance en moi, il m'a donc c'est quand même Il y a plusieurs choses, ma chère Sophie. La première, déjà, vous nous avez pas parlé de la fin de la première histoire, comment est-ce qu'elle s'est finie? Et est-ce que d'abord, donc comment ça se fait que vous avez finalement décidé d'y mettre un terme? Ensuite, de savoir est-ce que vous avez fait un travail personnel sur vous-même afin justement que la situation ne se reproduise pas. Et puis évidemment, ce que vous mettez aussi en exergue, ce qu'il faut pas oublier, c'est que tout dépend aussi, vous savez, dans le travail comme dans le couple, tout dépend aussi du choix. C'est-à-dire que si vous choisissez un partenaire qui effectivement mérite votre confiance, eh ben les choses sont beaucoup plus fluides et beaucoup plus sereines. Tandis qu'effectivement, si malheureusement on fait le mauvais choix, eh ben tout ce qui va en découler va dépendre de ce mauvais choix malheureusement. Ben pour la première histoire, ça s'est soldé par un divorce. Justement, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un travail il vous a demandé de pardonner, mais vous n'avez pas voulu pardonner? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Non, pas du tout. Il s'est établi avec cette personne et définitivement, oui, il s'est établi avec c'est lui qui sa voulait... collègue de travail en fait. Oui, d'accord. Donc, entre guillemets, oui, donc il faudrait voir s'il n'y a pas une histoire de syndrome d'abandon chez vous, parce que dans les deux cas, il y a un abandon. Donc, en tout cas, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est que vous êtes reconstruit et ça, c'est parfait. Oui. Jusque-là, tout va bien. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas bien tout le temps, Sophie. Soyez positive. Oui. Non, mais peut-être aussi que ces deux premières expériences, elles sont quand même marquées à chaque fois par un échec de la vie, si je puis dire. Le premier, l'accident, le deuxième, le licenciement. Et peut-être que ce qu'il faut que vous entendiez, c'est que vous êtes, quand vous avez quelque chose de difficile à traverser, vous avez tendance à peut-être vous renfermer et vous éloigner de celui avec qui vous êtes. C'est ce qui m'est arrivé au début de ma relation actuelle. Au début, j'ai pris peur, quoi. Donc j'ai mis un frein et c'est pas une bonne chose parce que lui était amoureux et du coup. Oui, ça aurait pu freiner. Oui, ça aurait pu le faire partir. Donc on peut penser quand même que vous avez du mal à faire confiance à l'autre qui pourrait vous soutenir. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là à comprendre. Alors j'ai beaucoup travaillé là-dessus et maintenant c'est sûr que avec la personne avec laquelle je suis, j'ai une confiance absolue, mais il m'a fallu du temps. Il m'a fallu quand même quelques années et j'ai toujours des griefs, quoi. J'ai toujours cette rancœur. Parce que c'est un problème qu'on rencontre souvent chez les femmes, hein, cette difficulté à dire les choses et à demander de l'aide.
sous prétexte qu'elles espèrent que l'autre va se rendre compte de ce dont elle a besoin. De manière spontanée. Et les hommes sont pas toujours très à l'écoute et très attentifs à ça. Si on leur demande, chérie, est-ce que tu peux planter ce clou, ils vont tout de suite aller chercher le marteau, ils vont se précipiter pour nous rendre service. Si on est un peu triste et qu'on aurait besoin de paroles de réconfort, ils n'ont pas ça en magasin. C'est pas que forcément en magasin, mais c'est ce que vous dites, dans le sens où, pour moi, aimer quelqu'un, c'est aussi de s'arranger pour ne pas avoir à lui faire des reproches. Et donc, puisque c'est sûr que les choses sont mieux appréciées quand elles sont spontanées, parfois, effectivement, comme vous le dites si bien, Brigitte, les hommes ont besoin parfois d'indications, de dire, vous dites, chérie, ça me ferait plaisir que tu m'offres des fleurs, chérie, j'aimerais bien que tu me fasses des câlins, des hugs, etc., etc. Peut-être vraiment le plus expressif et le plus explicite possible. Bon, en tout cas, ça semble aujourd'hui aller bien, vous lui faites confiance et c'est déjà une très très bonne chose, parce que faire confiance à l'autre, au fond, c'est simplifier beaucoup de choses dans la vie quotidienne. Merci Sophie. Oui. Merci. Merci. Bonne journée. Dans un instant, on retrouve Soisic Belin, notre journaliste. À tout de suite. Et nous retrouvons notre Sexy News, Soisic Belin, qui va nous parler de quoi, à votre avis, Jacob Azerwal? De quoi va-t-elle nous parler? De quoi? Parler d'amour ou de désamour? Oh, c'est pas forcément du désamour. Je vais parler du sujet hautement épineux qui est l'infidélité. Mais sujet intemporel. L'infidélité, nous pouvons le dire, existe, j'aime pas ce terme, mais bon, depuis la nuit des temps, depuis que nous avons décidé de faire couple, foyer, famille, bref, depuis que nous avons décidé que les individus se devaient le serment d'exclusivité. Et comme il est possible de déroger à toute chose, comme nous avons été éduqués religieusement ou culturellement avec cette notion qui consiste à braver les interdits, à enfreindre les règles, je fais référence à la pomme, eh bien, les entailles dans le contrat, il en existe, et nous allons voir, grâce au dernier sondage YouGov pour Glidden, qui vient de sortir, que l'infidélité n'est pas la même partout en Europe. Glidden, c'est un petit peu orienté quand même, hein, oui. N'est-ce pas? Mais pas les sondages. Oui. Alors, suspense. Ça dépend à qui on pose les questions, Soisic Belin, si on pose des questions. Et la manière de poser la question. Mais bon, laissez-moi finir ma chronique. Alors donc, suspense, les femmes seraient-elles plus infidèles que les hommes? Y a-t-il une équité? Pourquoi sommes-nous infidèles et plus infidèles ici qu'ailleurs? État de fait donc, l'infidélité existe, des os comme diraient les jeunes. Et oui, elle fait même partie d'une culture pop. Je vous mets au défi de me sortir une série dans laquelle il n'y a pas un moment un acte d'infidélité qui soit montré comme quelque chose de mauvais, une faute, un péché ou comme une délivrance, un courage et que l'on tourne au romantisme. D'ailleurs, les sites de rencontres surfent pas mal sur la vague et certains vont jusqu'à l'affirmer. Glidden, un site de rencontres extra-conjugales créé par les femmes pour les femmes. Alors en lisant cette phrase, je ne peux m'empêcher de penser que mon ami a raison. Il me relance régulièrement sur cette idée de la femme parisienne, enfin de la femme urbaine, disons, qui serait infidèle par nature. Serait-ce de la provocation de sa part ou a-t-il raison? Alors je suis l'exception qui confirme la règle, je suis fidèle à moi-même, tout d'abord. Donc quand je suis en couple et qu'une autre personne me plaît, au point de me mettre en branle, un petit peu tout, eh bien avant de succomber, et quand je parle de succomber, je parle pas d'un plan cul, je parle de me lancer véritablement dans une autre relation. Je me pose la question. Si je suis dans cet état, c'est que mon couple ne va pas. Je précise que je ne craque pas tous les 4 matins pour un homme, donc on me dit que je suis difficile. Alors quand je craque, eh bien j'analyse, je fais au mieux pour qu'il y ait le moins de dégâts possible. Alors revenons-en à ce sondage. À la question, êtes-vous satisfaite de votre relation conjugale actuelle? Les sondés répondent à 53% être très heureux au Royaume-Uni. Alors c'est la relation conjugale, donc c'est pas la sexualité dans le couple. Non, la sexualité, ça vient après. Là, c'est la relation conjugale. Donc 53% sont très heureux au Royaume-Uni, 31% sont très heureux en France, 44% sont plutôt heureux et 75% bof. Voilà. D'accord. Bon. Concernant leur vie sexuelle, au Royaume-Uni, 28% sont très satisfaits. 24% en France et 20% en Belgique. En France, c'est le pays où il y a le plus d'insatisfaction, soit 66%. 66% des Français sont insatisfaits sexuellement. Faut quand même se poser des questions. Alors, on va pas se leurrer, la plupart des gens sont quand même optimistes, rêveurs, un peu bisounours. Donc, 87% au Royaume-Uni pensent qu'il est possible de rester fidèle toute sa vie, contre 78% en Italie, en Belgique et en France. Alors, d'après vous, quels sont les hommes les plus infidèles d'Europe ?
On dirait comme ça les Italiens à première vue. Oui. Moi aussi. Les Italiens à 49%, en France, 46% des hommes sont infidèles et 38% des femmes. Alors l'infidélité féminine... C'est quand même le seul pays où j'ai vu des voitures faire marche arrière pour revenir me draguer, hein, en Italie. Écoutez, C'est quand même faux. Oui, c'est vrai que les voitures, c'est un peu aussi leur truc. Enfin bref, l'infidélité féminine est donc en hausse. Voilà, les chiffres nous le prouvent. J'ai demandé à Solène Payette, directrice marketing de Glidden, de nous expliquer pourquoi cette évolution. On s'aperçoit que 38% des femmes avouent avoir déjà été infidèles aujourd'hui. Elles n'étaient que 10% en 1970, 24% en 2001 et 32% en 2014. Donc il y a une véritable évolution de l'infidélité féminine depuis ces dernières années. L'infidélité masculine a tendance à augmenter également, mais dans une moindre mesure. Mais il y a toujours un écart entre l'infidélité masculine et l'infidélité féminine. L'infidélité masculine étant toujours supérieure à l'infidélité masculine. Ça s'explique aussi par le fait que les femmes sont maintenant un peu plus indépendantes financièrement. Donc elles peuvent se permettre, par exemple, si l'infidélité est découverte, de divorcer plus facilement. C'est un peu aussi une mesure de l'égalité homme-femme, un peu parité homme-femme, le fait que les femmes trompent autant que les hommes ou quasiment autant que les hommes. Dans les pays où justement les femmes sont moins indépendantes financièrement, il y a beaucoup moins d'infidélité féminine parce qu'elles peuvent pas, entre guillemets, se le permettre. Alors avec l'infidélité, il y a la notion de regret. Et si je vous dis que même si ce sont les moins infidèles d'Europe, ce sont ceux qui vont davantage regretter d'avoir fauté, ce sont les Anglais à 48%, et ceux qui ont le moins de regret, sont les Italiens, et les Français à 38 et 39%. Mais une infidélité, si elle peut être vécue comme un regret, peut aussi être le début d'un nouveau départ. On écoute Solène Payette à ce sujet. Oui, l'infidélité permet aussi de trouver le grand amour, parce qu'il y a plusieurs types d'infidélité. Il y a le type où on est en couple, marié, on veut rester ensemble, on veut juste aller trouver ailleurs ce qui nous manque chez nous. Mais il y a aussi l'infidélité qu'on peut qualifier de transitoire, c'est-à-dire que on cherche à faire des rencontres parce qu'on sait bien que c'est un peu la fin de son couple et on a envie de voir s'il y a quelque chose de mieux derrière. Avec IFOP en 2019, on avait fait une étude justement pour savoir combien de couples se créent grâce à l'infidélité. Et il y a quand même 4 femmes sur 10, 39%, qui avouent qu'ils ont été en couple suite à une infidélité. Donc si l'infidélité est vue comme quelque chose de pas très fair, de mal, de lâche, il faut parfois ne pas s'arrêter à cet état de fait et s'interroger sur le pourquoi. Pourquoi ? Est-ce une envie passagère ? Est-ce un chamboulement irrépressible ? Une question culturelle ? Les rapports hommes-femmes jouent pas mal, on l'a vu. Mais bon, en tout cas, lorsqu'il est question de franchir le pas ou ne pas franchir le pas de côté, je pense qu'il faut tout analyser et ne pas juger surtout. Ça c'est clair. Voilà. Méfions-nous, comme disait l'autre, méfions-nous de nos jugements qui Hâtifs. sont parfois un manque d'expérience tout simplement. Merci Soisy Belin. Je vous en prie. Merci beaucoup. Sud Radio, la Sexy News. Avec Noulib.com, le site de rencontres curieuses et décomplexées. Noulib.com, NOUSLIB.com. Inscrivez-vous gratuitement. Et c'est maintenant Loïc qui va répondre à 3 questions intimes et vous pourrez ensuite poser une question à Jacob Azerwal. Alors première question Loïc, en cas d'infidélité, vous pardonnez ou vous quittez ? Bonjour déjà, et puis oui, je pardonne après parce que c'est des questions aussi qu'on doit se poser à soi-même. Des fois, c'est pas nous qui induisons la personne en erreur, donc déjà se remettre en question. Donc oui, je peux pardonner, oui. Après, ça dépend des circonstances. Oui, bien sûr, vous pardonnez, mais a priori vous êtes prêt à essayer de comprendre et à pardonner. Bon. Exactement. Deuxième question, est-ce que ça vous a déjà tenté la fessée, de donner une fessée ou d'en recevoir une ? C'est déjà arrivé et puis je trouve ça bien amusant, ça pimente un peu. Amusant. C'est pas des chatouilles, hein. Non, mais oui. Non, mais après, je comprends, c'est un contexte, bien entendu, ça pimente la chose. Bien sûr. Et alors, dernière question. Quelle serait pour vous la plus grande qualité d'une bonne maîtresse ? Hier, on parlait des amants. Aujourd'hui, je vous pose la question. Quelle serait pour vous la plus grande qualité d'une femme au lit ? Toute l'attention qu'elle peut donner, parce que l'attention, ça apporte beaucoup de choses, en fait. D'accord. Qu'elle soit attentive à ce que vous pourriez avoir envie, ce que vous désirez, etc. Exactement, parce qu'en même temps, ça amène à l'attention que je pourrais avoir envers elle. D'accord. Eh bien, vous pouvez poser une question à Jacob Azerwal, il vous écoute. Bonjour. Bonjour.
Une question alors. À partir de quel moment on peut considérer que l'infidélité est créée en fait? Pardon, j'ai raté un mot. À partir de quel moment l'infidélité est quoi? Est créée en fait, c'est-à-dire à partir de quel moment on peut considérer qu'il y a infidélité, on va dire. Ah, alors là justement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec Brigitte. Il y a l'acte sexuel stricto sensu, mais la question se pose, par exemple, est-ce que si un homme ou une femme ont une relation virtuelle via les réseaux sociaux, même s'ils passent jamais à l'acte, même s'ils voient jamais la personne, est-ce que ça, on peut facturer ça comme infidélité ou pas? Et évidemment que voilà, c'est l'affaire de tout un chacun avec sa sensibilité. Idem, tout à l'heure on a parlé d'un simple baiser. Est-ce qu'un simple baiser c'est facturé comme infidélité ou pas? Vous voyez bien qu'encore une fois c'est une histoire extrêmement personnelle. Maintenant, objectivement parlant, il y a des choses graves et des choses pas graves. Mais encore une fois, c'est la personne qui souffre qui va vous dire oui, mais pour moi c'est grave. Donc c'est à nous, quand je dis nous, c'est-à-dire la personne de l'extérieur, de raisonner la personne pour lui dire effectivement, c'est comme tout à l'heure on a parlé de une relation hors antenne, je parlais avec Brigitte, est-ce que quelqu'un qui effectivement, il y a une personne par exemple enceinte et le mari la trompe, mais il la trompe avec une prostituée, est-ce que c'est aussi grave que s'il a une relation sentimentale avec une autre femme? Est-ce qu'il y a une différence entre quand il a plusieurs partenaires, il la trompe avec plusieurs partenaires différentes ou avec une seule partenaire? Donc vous voyez bien que la définition est l'affaire de tout un chacun et que c'est extrêmement nuancé parce que c'est pas du tout évident d'établir à partir de quand est-ce que c'est un acte d'infidélité. Et puis il y a aussi bien sûr la notion de la première fois et la récidive. La première fois c'est une chose, quand la personne récidive c'est beaucoup plus acté. La première fois on peut dire qu'il y a eu un incident, que la personne a glissé. Je vois tout à fait. Après, moi, je posais pas la question. Pour moi, je suis en relation libre, mais non, je parlais du ménage général. Non, mais après, par rapport à la question, mais c'était surtout pour que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir ce genre de réponse, quoi. Oui, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure en début d'émission, Loïc, que ça serait quand même bien de définir ensemble, quand on se met en couple, qu'est-ce que c'est que l'intimité du couple, quoi. Parce qu'au fond, l'infidélité commence lorsque quelqu'un d'autre du tiers s'introduit dans l'intimité du couple, on pourrait dire, si on veut essayer de donner une définition qui pourrait être générale pour tous, vous voyez. Mais comme pour tout, il y a des règles à imposer, surtout des compromis à faire. À imposer, je suis pas fan de ce mot, Loïc. Non, mais en fait, quand je dis imposer, c'est pour ça qu'après je me suis rattrapé avec compromis. Oui. Parce que vous êtes. Ça n'a pas la même connotation. Mais je pense que justement, dès qu'on se met avec quelqu'un, on doit, justement, quand je parlais d'attention tout à l'heure, ça en fait partie aussi. C'est on doit écouter la personne et savoir ce qu'elle veut, ce que nous, et qu'elle sache écouter ce qu'on veut, et se donner aussi certaines limites, s'il doit y avoir, si limites il doit y avoir. Après, moi, j'ai pas cette contrainte. C'était pas pour moi. Vous êtes polyamoureux? En fait, je suis en relation libre parce que j'ai vécu quelques déceptions et puis que. Oui, mais quand vous dites en relation libre, ça veut dire que vous avez plusieurs relations ou vous avez une relation avec une personne avec qui vous considérez que vous êtes libre? J'ai plusieurs relations, mais je suis plus avec une personne avec qui on se considère elle et moi libre. Oui, donc vous êtes dans ce qu'on appelle le polyamour, en quelque sorte. Oui, on peut appeler ça comme ça. Oui, c'est vrai qu'on peut appeler ça comme ça. Oui. Ce qui est un système de plus en plus évoqué, parce que c'est vrai que dans des couples, se vouloir fidèle si pendant des années, c'est difficile. Mais je sais aussi que le polyamour, ça convient pas à grand monde, donc c'est un vrai sujet. Et on va continuer à en parler jusqu'à 16h. Merci Loïc en tout cas. On fait une petite pause, on se retrouve avec vous au 0826 300 300. On évoque l'infidélité aujourd'hui en compagnie de Jacob Azeroual à l'occasion de ce livre Le couple, les clés pour le réussir aux éditions Guy Trédaniel. Et vous évoquez évidemment forcément les questions d'infidélité dans ce livre. Bonjour Lola. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous Lola. Merci. Alors, c'est vous qui avez été infidèle, je crois, hein? Oui, tout à fait. Eh bien, racontez-nous. Écoutez, les détails. Non. C'était ma première vraie histoire sérieuse, engagée, et au bout de 5 ans et demi, alors très clairement, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans le couple. Donc vous avez quand même été fidèle 5 ans et demi, bravo. Oui. J'adore.
Oui. Jusqu'au jour Brigitte, elle où, se débrouille toujours pour voir le bien là où il faut. Ben oui. c'est important. C'est important. J'ai été infidèle. En fait, mon cœur, mon âme se sont tournés ailleurs. Aujourd'hui, avec du recul et même à l'époque, la relation dans laquelle j'étais s'était essoufflée et il y avait beaucoup de manquements. En fait, j'étais très jeune aussi, donc j'avais pas forcément pris le soin de me connaître suffisamment, de choisir le bon partenaire. C'était presque inévitable. Il n'y avait pas de communication au niveau charnel, nos corps n'étaient pas compatibles. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, qu'il y avait aussi cette notion aussi bien de sentiment, mais aussi de raisonnement, de compatibilité aussi bien physique, intellectuelle, émotionnelle, spirituelle. Mais c'est intéressant quand même, parce que malgré tout, vous êtes quand même resté fidèle pendant 5 ans et demi, donc ça veut dire que c'est quand même une valeur pour vous. Alors très clairement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup heurté. J'ai mis beaucoup de temps à me remettre justement de cette infidélité parce que c'était un des c'est ce que j'imagine. valeurs. Voilà. Mais c'est ce qui m'a permis de grandir et de devenir plus tolérante envers les personnes qui sont amenées à un moment donné à déraper ou tromper, enfin peu importe les raisons qui les motivent, à porter moins de jugement en fait et à essayer d'avoir plus d'empathie et de compréhension envers eux et donc d'apprendre à me pardonner, etc. Je suis pour le pardon, un couple où l'homme et la femme se jurent fidélité et puis un jour il y a une erreur en tout cas un dérapage ou une tromperie, si les gens s'aiment, je suis plutôt pour le pardon que de vouloir fermer les portes et puis se dire que ça y est, c'est une fatalité. Non, il faut faire preuve de compréhension. Mais voyez, Lola, je suis évidemment 100% d'accord avec vous, mais je crois que ce qui est important, c'est de bien comprendre que on peut faire l'amour avec quelqu'un d'autre. J'utilise exprès ce terme faire l'amour, je dis pas baiser. On peut tout à fait faire l'amour avec quelqu'un d'autre et continuer à aimer son ou sa partenaire. Et c'est quelque chose que les gens ont du mal à entendre, et en tout cas quand il y a infidélité, c'est pratiquement toujours synonyme de manque d'amour. Alors moi j'aimerais bien poser une question à Lola. Allez-y. Elle a parlé de compatibilité des corps. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous entendez par compatibilité des corps, et surtout ma question porterait sur l'aspect définitif ou aléatoire. Je m'explique. En effet, et je suis le premier à le dire, il y a ce qu'on appelle une alchimie plus ou une alchimie négative. Ce que j'appelle alchimie plus, ça veut dire que malheureusement, dans la relation à l'autre, même sur le plan journalistique, ça existe, il y a des journalistes qui vont sortir le meilleur de nous et des journalistes qui vont sortir le pire de nous. Dans le couple, c'est la même chose, il y a des gens qui vont sortir le pire de nous et des gens qui vont sortir le meilleur de nous. Ok. Il y a des choses qui sont définitives, mais sur le plan de la compatibilité de physique, est-ce que selon vous, c'est une alchimie qui est établie physique et que quoi qu'il en soit, ça change pas? Ou peut-être que si jamais j'apprends à découvrir l'autre, si j'apprends parce que aimer et la relation sexuelle, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est un art. De même qu'on apprend à déguster, à apprécier le vin, à la musique classique, c'est un art, parce que comme elle a si bien dit, il y a un distinguo total entre, pardonnez-moi, baiser et faire l'amour. Faire l'amour, c'est un art. C'est quelque chose qui est dans la volupté, qui est quasi spirituel. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, est-ce que selon vous, si je reviens à la question de départ, la compatibilité ou l'incompatibilité sont définitifs ou c'est quelque chose qui peut se travailler? Alors, pour moi, c'est selon moi uniquement, il y a les vérités dans les deux aspects que vous venez de dire. J'ai pas eu moult partenaires, par contre assez pour, on va dire, avoir un point de ressenti, de comparaison. Cet homme-là, à l'époque, on n'était pas compatibles, clairement, mais il y avait aussi ce manque de connaissance l'un de l'autre. Puis on était jeunes. Aujourd'hui, je suis dans une démarche, je vais avoir 40 ans, donc ça fait 5-6 ans que j'ai basculé dans une autre démarche intellectuelle, émotionnelle, spirituelle et de corps. Donc effectivement, je vous rejoins, on fait l'amour, on baisse pas. Et pour moi, la compatibilité physique est réelle et quand elle est là, elle est acquise, va être influencée ensuite le phénomène de désir et de connexion, je dirais à un certain degré. Mais quand la connexion, elle est là de base, elle est là. Après, quand il y a des manquements dans le couple, etc., bien sûr, ça va jouer sur le désir, mais je suis d'accord avec vous, Lola. C'est au départ, il y a une alchimie ou pas. Mais ce qui est intéressant, Lola, c'est qu'est-ce qui fait que dès le départ, donc j'ai bien compris que vous ne vous entendiez pas sexuellement, et pourtant vous vous engagez avec cet homme. Donc ça veut dire que vous n'aviez aucune notion de ce que c'est que une relation charnelle, au fond.
Ah bah c'était, alors j'avais 21 ans, j'étais encore très pudre, j'ai perdu ma virginité, j'avais 18 ans et demi. Je dirais j'étais au commencement de l'apprentissage de ce que c'est, mais déjà de moi-même. C'est-à-dire que même sur mes propres désirs, envies, je ne savais même pas qu'il y avait un ressenti de compatibilité. Je l'ai su grâce à l'homme avec qui je l'ai trompé, justement, où mon corps le réclamait comme quelque chose de l'ordre de la survie. C'est là où j'ai compris que je n'étais pas à ma place avec l'homme avec lequel j'étais. Et cet homme-là, je l'ai fréquenté pendant 10 ans par-ci, par-là. On n'a jamais pu s'engager. Il y a des sentiments profonds l'un envers l'autre, mais rien n'a jamais abouti. Oui, les circonstances ont fait que vous n'avez pas pu vous engager. Mais c'est terrible ce que vous me dites, parce que j'aurais pas pensé que quelque chose comme ça pouvait encore être ignoré, parce que vous êtes assez jeune, ça, me semble-t-il. Tout à fait. Ben oui, enfin, je veux dire, il y a 30 ans, 20 ans, je pensais quand même qu'on savait que les peaux fonctionnent ensemble ou pas, quoi. Alors après, j'imagine, enfin, je n'ai pas reçu l'éducation à ce niveau-là de la part de ma mère, ou je ne me suis pas forcément intéressée de moi-même, c'est-à-dire que je m'y suis intéressée au fur et à mesure que j'expérimentais. Donc, si toutefois on a de bonnes expériences, tant mieux. Si par contre on a des expériences foirées, voilà. C'est terrible, mais on devrait, dans l'éducation à la sexualité, on devrait dire ça match ou ça match pas. Mais si ça match pas, ça matchera pas. Non, pas forcément. C'est justement. Alors là, pardonnez-moi, Brigitte. Je suis pas du tout d'accord avec vous, mais bon, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. On est d'accord. On est d'accord. Et puis voilà, c'est toute la richesse d'un débat. Mais moi, j'aime beaucoup Lola. En tout cas, je vous félicite pour votre intelligence. J'adore vraiment. Vous avez une manière d'aborder, d'analyser les choses extrêmement raffinée. J'aime beaucoup. Surtout quand vous avez utilisé le mot tout à l'heure connecté. Si je reviens tout à l'heure à l'analyse de Swazik, en tout cas par rapport à les résultats anglais, il y a une majorité de couples anglais qui sont satisfaits, et pourtant le pourcentage sur le plan sexuel atteint très peu, 29%, ce qui est un décalage, ce qui montre qu'en fait la réussite d'un couple ne passe pas forcément dans une réussite sexuelle. C'est-à-dire le sexe n'est pas forcément le thermomètre de l'amour. C'est pas parce que ça ne se passe pas bien sexuellement, le sexe est un piment. Mais écoutez, pas l'exclusivité. je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord avec vous, mais le débat est ouvert et vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300. J'ai pas le temps pour la devinette, je laisse la place aux infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Jacob Azeroual et il est l'auteur de ce livre Couple, les clés pour le réussir aux éditions Guy Trédaniel. On parle d'infidélité aujourd'hui et c'est Romain qui a envie de réagir. Bonjour Romain. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Monsieur Jacob. Bonjour Romain. Oui, je vous appelle parce que nous, moi, on s'est trompé mutuellement. Oui. Au début de la relation, elle m'avait trompé. Je lui avais pardonné. Ensuite, on a eu un enfant ensemble. Et de là, je suis pas sûr, mais pour moi, continuer à me tromper. Et puis, du coup, moi, je me suis mis à mon tour à avoir une relation extérieure de la maison. D'accord. Et puis, au final, après, ça s'est fini. Une relation donc avec la même personne, c'est ça ? Oui. Et elle, vous pensez qu'elle vous trompait avec la même personne ou avec différents hommes ? Différents hommes. D'accord. Donc on voit là déjà dans votre cas qu'il y a deux sortes d'infidélité. C'est pas tout à fait les mêmes les mêmes raisons, les mêmes motivations. On aurait pu croire. Pas les mêmes motivations. Oui, on aurait pu croire l'inverse. Statistiquement, c'est plutôt une femme qui va être toujours avec le même homme que le mec, que des femmes différentes. Allez-y, Romain. Oui, et puis après, là, j'ai eu une autre relation où on s'est pas trompé. Et puis là, aujourd'hui, je suis en relation depuis 6 mois. Mais franchement, je ne sais pas. Et là, c'est là où on va dire que je bug. Parce que là, ça fait 6 mois, c'est pas trompé. Mais là, je me pose question, moi, si je vais la tromper ou non, ou s'il faut que je la quitte, ou si on peut se relancer. Là-dessus, je suis un peu perdu. Alors, il faut peut-être comprendre un peu
pourquoi vous en êtes là, hein, Romain. Avant de passer à l'acte, encore une fois, moi j'ai pas de jugement sur ces choses-là. Avant de passer à l'acte, il faut peut-être comprendre où vous en êtes, vous déjà dans votre propre histoire, parce que j'ai l'impression que cette relation que vous avez eue avec cette femme avec qui vous avez eu un enfant, elle vous a marqué. Il y a quelque chose qui est peut-être pas complètement digéré et qui vous travaille encore et qui donc peut-être nuit à la relation actuelle. Et on n'a pas compris, est-ce qu'elle est fermée ou pas fermée? Est-ce que la personne avec qui vous avez eu un enfant, est-ce que l'histoire est close ou oui. à demi-close? Oui, l'histoire elle est close. Après, il y a le problème pour mon enfant. Et c'est ce qui fait que moi, ça me fait une blessure ouverte parce que justement, mon enfant, pour moi, c'est l'amour de ma vie. D'accord. Et j'en suis privé. J'ai l'impression que je me ferme avec. Alors, Romain, c'est elle qui en a la garde exclusive? Oui. Pourquoi? Oui. Pourquoi conflit parental, on est en guerre. Pour moi, il faut que de mentir. Et puis, pour moi, je dis la vérité. Et puis, au final, c'est elle qui a gagné. Enfin, un peu en dehors Johnny Depp, quoi. Mais là, on est en France. Oui, d'accord. D'accord. Ce qui laisserait penser que c'est quand même une personne un peu toxique, parce que on a entendu déjà qu'elle était particulièrement infidèle et qui quelque part n'a certainement pas beaucoup respecté les quelques règles que vous avez essayé d'imposer dans votre couple. Et donc là, en plus, elle réussit à avoir la garde exclusive de l'enfant parce qu'elle a dû, comme je le dis souvent, les personnes toxiques, elles ont toujours un train d'avance sur nous. Hein. Oui, bah oui. Bon, donc là, vous êtes peut-être encore. Enfin, je veux dire, il y a une souffrance qui va au-delà du fait d'avoir été trompé. Vous avez été trahi quelque part. C'est un gentil Romain. Même trop gentil, je dirais. Romain, cela se voit. Comme tout à l'heure, j'avais dit que Lola, ça se voyait qu'elle était intelligente. Vous, ce qui transpire, c'est votre gentillesse. Il y a une gentillesse extraordinaire, mais à la limite, peut-être trop. Et peut-être c'était une erreur, parce qu'effectivement, peut-être que vous avez tendance à, avec votre ex par exemple, peut-être que vous avez pardonné trop facilement, et c'est peut-être ça aussi qui a fait que il y a eu récidive, etc. Et comme elle vous l'a dit de manière explicite ou tacite, Brigitte, est-ce que vous avez fait le point, c'est-à-dire sur votre histoire passée? Parce que pour initialiser une nouvelle histoire, il faut toujours d'abord bien fermer, bien digérer l'histoire précédente. Oui, pour moi, c'est bien fermé. C'est bien fermé là-dessus. Oui, donc que vous ayez, que vous soyez sûr qu'il fallait quitter cette femme, ça j'en doute pas. Mais il y a ce lien à cet enfant. Vous êtes, quoi qu'il en soit, toujours un couple de parents. Donc tout ça, c'est pas simple, vous voyez, parce que ça reste, ça vous encombre beaucoup, je crois. Et comme vous êtes encombré par ça, la relation que vous avez avec cette nouvelle femme, elle n'est pas totalement libre. Au fond, vous avez trompé la mère de votre enfant pour chercher du réconfort ailleurs, on pourrait dire ça? Oui. Puis parce qu'après, moi j'allais rester avec elle pour que mon fils grandisse avec ses deux parents. Bien sûr. Voilà. Donc c'était votre roue de secours en quelque sorte. Oui. Après, elle savait, elle connaissait ma vie, donc après, moi j'étais clair avec elle. Bien sûr, non mais ça j'en doute pas. Donc voyez, vous aviez besoin d'une roue de secours à l'époque. Est-ce qu'on peut pas imaginer qu'aujourd'hui, avec cette femme que vous venez de rencontrer depuis 6 mois, vous ayez encore besoin d'une roue de secours? Peut-être que vous n'arrivez pas à vous confier vraiment à la partenaire actuelle avec qui vous êtes, et que quelque part, l'idée de peut-être la tromper serait aussi un besoin d'une roue de secours. Vous voyez, comme si vous répétiez quelque chose. Déjà j'en parle, donc déjà c'est pour essayer de ne pas agir quelque part. Bien sûr, bien sûr. Mais voyez ce que je vous dis, c'est-à-dire que soyez conscient que vous n'allez peut-être pas aussi bien que vous le pensez, et que peut-être au lieu de tout de suite la tromper, allez peut-être parler à une femme thérapeute avec qui vous aurez une relation avec beaucoup de liens justement, mais qui ne sera pas sexuelle, mais qui sera en revanche une roue de secours. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Moi, le confier. Parce que je pense. Vous me confiez à une femme, quoi.
Oui, vous confiez à une femme. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là chez vous. Vous avez besoin d'être un peu materné au sens symbolique du terme et au sens positif, hein. Parce que c'est difficile ce que vous avez traversé. Bah, je sais que j'ai peur que ça recommence, que ça soit exactement la même situation, mais bien sûr. Mais bon, des fois c'est vrai que je vois des signes. Après, c'est quoi ces signes? Non, mais après c'est des, alors désolé, l'expression et tout, mais des fois j'ai l'impression, un peu le poisson rouge, on va parler, et puis après c'est comme si elle avait oublié, notre conversation, et puis après, elle va me répéter en fait ce que je dis, mais à moi. Et ça, moi, ça me fait un blocage, parce que moi je me souviens que de mon enfant, elle le faisait ça, et c'est là où c'est ça qui me fait flipper surtout. Romain, moi je pense personnellement que tout d'abord par rapport à l'enfant, un enfant a besoin de son père et le père a un parent a besoin de son enfant aussi. Donc je ne trouve pas normal cette histoire de ça fait 6 mois, parce que ou bien aujourd'hui, ce qui est très à la mode quand c'est techniquement possible, la garde alternée c'est l'idéal, sinon au moins un week-end sur 2 et la moitié des vacances, le truc classique. Donc déjà ça, vous devriez essayer de mettre ça en place. Hormis cela, comme vous l'a conseillé Brigitte, il faut faire le point, de vous faire accompagner. Pourquoi? Parce que le problème, il faut que vous soyez capable de faire un arrêt sur image et prendre du recul. Parfois, on peut le faire seul, mais c'est exceptionnel. Parfois, on a besoin d'être accompagné pour prendre du recul. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une dynamique. C'est-à-dire que de même que, effectivement, avec dans votre précédente relation, vous avez été infidèle, mais comme elle vous l'a expliqué Brigitte, c'était plus une soupape d'oxygène. J'ai pas dit que je suis d'accord ou pas d'accord, pas de jugement de valeur, mais en tout cas, c'est ainsi que vous avez vécu. Mais vous risquez de rester sur cette même dynamique et de penser que cette dynamique, on peut pas y mettre un terme. Alors que si, parce que, et encore une fois, si je rejoins Brigitte sur ce point-là, où elle me disait hors antenne, que si on est amoureux, normalement, on pourrait normalement rester fidèle. Donc si vous êtes bien avec cette nouvelle compagne, et nous sommes contents pour vous, et qu'elle aussi, elle est bien avec vous, il n'y a pas de raison. Mais juste ne restez pas sur cette dynamique, entre guillemets, de vouloir absolument aller voir ailleurs et d'avoir de la récréation. On n'a pas besoin de la récréation quand on est fatigué. Si on n'est pas fatigué, on n'a pas besoin de récréation. Pardonnez-moi, Romain. Mais en tout cas, je vous salue pour votre gentillesse, et c'est une denrée rare. Et bravo. Et j'espère que vous êtes tombé sur une gentille femme aussi. Oui, si elle est gentille. Parfait. Alors. Je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie, Romain, et prenez soin de vous, c'est parce que vous êtes la personne la plus importante. Ne l'oubliez pas. Même si vous avez besoin de voir votre enfant, ce qu'on comprend tout à fait, il faut d'abord que vous alliez bien vous, et ensuite vous verrez quelle démarche vous pouvez faire pour voir votre enfant. Mais là, par rapport à la mère de mon fils, non, là, tout est fermé, c'est sûr. Oui. Elle continue encore. Non, mais ça, j'ai bien compris que elle est en guerre contre vous et que pour l'instant c'est elle qui gagne. Mais il y a heureusement en France quand même un droit du père, donc n'abandonnez pas. Vous avez le droit de voir votre fils et je pense qu'il a aussi le droit de voir son père. Donc n'abandonnez pas. Il y a des associations notamment de pères qui sont très très bonnes et qui pourraient peut-être vous guider aussi dans les démarches à faire pour pouvoir revoir votre fils. Parce que c'est un fils, je crois, je me trompe pas. Oui. Bon, donc faites ce qu'il faut, mais faites d'abord ce qu'il faut pour que vous alliez bien. Merci Romain. Très bien. Je vous remercie. On va faire une petite pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous continuons à évoquer l'infidélité en compagnie de Jacob Azeroual. Et je vous rappelle que dans ce livre, vous avez des pistes sur justement cette question-là. Ça s'appelle Couple, les clés pour le réussir. C'est aux éditions Guy Trédaniel. Marie-Louise, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Marie-Louise. Merci. Et donc, vous avez découvert l'infidélité de votre mari après de nombreuses années de vie de couple. Bonjour Brigitte, bonjour monsieur. Bonjour madame, bonjour Marie-Louise. Allez-y, je vous en prie Marie-Louise, on s'écoute. Eh bien, j'ai été mariée 38 ans. Oui. Et au bout de 38 ans, je me suis rendu compte de l'infidélité de mon mari, qui devait dater de quelques mois en fait.
Et donc, ça a duré. Donc, quand je m'en suis rendu compte, ça a duré 9 mois. Je pensais qu'il allait réaliser en fait que c'était une passade, enfin quelque chose comme ça. Et puis non, au bout de 9 mois, j'ai dû prendre la décision de lui demander de partir, de quitter la maison. C'est-à-dire que vous avez... Alors d'abord, vous l'avez découvert comment, cette infidélité, Marie-Louise? J'ai trouvé qu'il était beaucoup plus distant. D'accord, c'est son comportement qui vous a fait douter qu'il y avait quelqu'un d'autre. Oui. Et donc vous lui en avez parlé? Ah oui, au début... C'est douloureux encore pour vous? Oui. Hein? Ah oui, très. Ça s'entend. Alors donc, oui, effectivement, au début, il n'avouait pas qu'il avait une relation. Il disait simplement... Ah ben c'est... Ouais, c'est encore... Et pourtant, ça fait 4 ans et j'arrive pas à surmonter... Je n'ai plus le chagrin, je sais que je n'ai plus de sentiments, mais le lieu de la douleur est... La douleur est là, oui. Ah on l'entend, mais c'est peut-être justement ce qui serait important, c'est de mettre des mots sur cette douleur. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que c'est le sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été abandonné, d'être jalouse de votre rival? Vous voyez, je pense que ce serait bien de pouvoir mettre des mots plus précis sur cette douleur. Parce qu'au fond, cette douleur, qui est tout à fait compréhensible, parce que 38 ans de vie à deux, ça s'efface pas comme ça. Et de vie heureuse. Oui. Alors justement. Parce que, je suis désolé Brigitte, mais tout à l'heure, vous m'avez parlé en antenne aussi du regret. Non mais on n'est pas là pour parler de ce qu'on dit hors antenne. Alors, si on est là pour parler avec Marie-Louise. Peut-être que ce que Marie-Louise, est-ce que vous êtes dans le regret? Est-ce qu'il y a aussi du regret dans votre décision et que peut-être qu'elle a été trop hâtive? Parce que tout à l'heure, vous avez fait attention, Brigitte, elle a dit surtout pas de décision impulsive. Il faut savoir aussi prendre le temps de raisonner. Est-ce que ça vaut le coup de balayer 38 ans de vie commune suite je dis pas qu'il faut banaliser ou quoi que ce soit. Je dis juste... Est-ce que c'était une relation parallèle ou bien c'était récent? C'était juste, ça faisait 9 mois. Ça faisait 9 mois quand même. Ça faisait 9 mois. Plus de 9 mois, puisque moi je me suis pas rendu compte du nombre de temps qu'il y avait avant. Mais la question que vous pose Jacob Azeroual, Marie-Louise, c'est est-ce que finalement vous regrettez de lui avoir demandé de partir ou pas aujourd'hui? Non, parce qu'il était amoureux. Il était amoureux de quelqu'un d'autre. Donc. Et il est avec cette personne toujours aujourd'hui? Oui. Donc il a refait sa vie avec quelqu'un d'autre. Ce qui est ambigu, ce qu'il refusait de divorcer, il refuse de divorcer. Il est avec cette personne, il vit avec elle. Oui. Voilà. Et donc son comportement aussi vis-à-vis de moi, moi je l'évite constamment parce que il a des réactions. Enfin, je veux dire, il est vraiment extrêmement gentil. Est-ce que Marie-Louise, est-ce que vous pouvez entendre que peut-être qu'il a encore énormément d'affection pour vous? Oui. Non, j'arrive pas à l'accepter. Et pourquoi? Parce que il s'est pas rendu compte. Parce qu'il n'a pas compris votre souffrance, c'est ça? Est-ce que, encore une fois, je crois que c'est important que vous puissiez. J'entends, et quand on a mal comme ça, on bloque et du coup on n'est plus capable d'être dans la réalité. Mais s'il veut pas divorcer, s'il essaye d'être gentil avec vous, ça veut dire que lui peut-être regrette que vous l'ayez fait partir. Oui, j'ai vraiment du mal à accepter cette idée. Oui, j'entends bien. Et d'ailleurs, je vous demande pas de l'accepter. Je vous demande juste de l'entendre. Mais Marie-Louise, est-ce que vous pouvez nous dire le sens de votre souffrance? Tout à l'heure, elle vous a dit, Brigitte, qu'il fallait mettre des mots pour définir, parce que ça a l'air flou. Est-ce que vous-même, vous arrivez à comprendre le sens ou l'origine de votre souffrance? Vous souffrez pourquoi? Puisque vous dites que vous regrettez pas, vous dites que... Mais parce qu'il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre, je crois, et que quelque part... En fait, c'est insupportable pour vous. Quels sont les mots que vous allez poser sur ça? Parce que j'étais... Allez-y. Primo, et ensuite, je vis l'insécurité. De l'insécurité, j'arrive plus à retrouver cette joie de vivre que j'avais.
Oui, oui, votre vie s'est cassée. Votre vie s'est cassée en deux. C'est ça. Et vous étiez... Et il faut refaire des projets, il faut se renouveler complètement, ce qui n'était pas dans l'ordre des choses. Enfin, voilà. Oui, mais moi je crois deviner où vous en êtes et ce qui fait que ça va si mal. Au fond, vous étiez dans l'illusion qu'on est mariés, on sera heureux et on finira notre vie ensemble. Et tout d'un coup, tout s'est écroulé. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que vous êtes un peu responsable. Dans le sens où c'est vous qui lui avez demandé de partir. C'est exactement ça. Ils sont co-responsables. Non, c'est elle qui lui a demandé de partir. Oui, mais c'est lui aussi qui a fait l'erreur de chercher à l'extérieur une solution avant de la chercher à l'intérieur. Il aurait pu envoyer des alertes à Marie-Louise et de lui dire, écoute chérie, je sens que ça ne va pas, s'il te plaît, fais quelque chose, viens, on fait quelque chose. Ça n'a pas été fait. Non, mais sauf que non, mais j'entends bien et vous avez tout à fait le droit d'être en colère contre lui. Sauf que ce que vous oubliez, Marie-Louise, c'est qu'il devait avoir une bonne 50aine d'années, si je calcule bien, 38 ans. J'ai 58 ans. Et que tout d'un coup, il tombe amoureux et que c'est un truc qu'on vit maintenant ou jamais. Et donc, il a eu envie de le vivre. C'est exactement ça. Bon, voilà. Après, qu'il s'en morde peut-être les doigts, c'est possible, mais il s'est dit, c'est trop bon, si je le vis pas maintenant, je ne le vivrai jamais. Et c'est donc, complètement ça, oui. Mais oui. Et donc, voilà. Après, moi, je crois que, encore une fois, ce qui est dommage, c'est que il n'y ait pas eu une possibilité de plus, tous les deux, essayer de faire le point de manière objective. Mais quand on souffre tellement, qu'on est envahi par trop de choses douloureuses, vous avez fait quoi? Vous l'avez chassé parce que c'était insupportable pour vous. Oui. Mais le pardon n'avait pas sa place apparemment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de discussion autour du pardon apparemment. Mais on ne peut pas pardonner quand on est dans une douleur telle. C'est ce que je dis. Je n'ai pas pu pardonner parce qu'il n'a même pas évoqué de regret. Il n'y a pas eu Donc il n'y a pas à pardonner quoi que ce soit. C'est ça ce que... Il y a juste à accepter une situation que vous ne pouvez pas accepter, donc vous le faites partir. En travers de la gorge. Voilà. Et là, aujourd'hui, alors moi je crois que la chose à faire maintenant, Marie-Louise, c'est à commencer ce qu'on appelle un travail de deuil. Exactement. Que pour l'instant vous n'avez pas fait. Et qu'il ne vous aide pas à faire, puisqu'il est gentil avec vous, il ne veut pas divorcer. Alors, il y a deux solutions. Soit vous êtes sûr que c'est vraiment la décision qui est la bonne et que donc il faut demander le divorce et commencer le travail de deuil, soit peut-être de reprendre tous les deux. Voilà. Mais ne restez pas entre les deux. Parce que là, vous êtes dans une situation de flou, c'est ni avec ni sans. C'est-à-dire, en même temps, vous êtes dans la souffrance parce que ça se mêle les sentiments d'amour, de regret, de frustration, comment est-ce qu'il a pu me blesser comme ça, etc. Mais comme elle vous l'explique, Brigitte, il faut à un moment décider. Ou bien vous décidez de rompre définitivement et de commencer un travail de deuil, justement, qui va vous permettre de vous reconstruire. Ou alors, si vous pensez que c'est encore reconstructible, voir si c'est réparable. Si c'est pas réparable, on passe à la... Mais de toute manière, la vie que vous rêviez avec lui, elle ne reviendra pas. Certain. Ça, c'est un vrai travail de deuil à faire. Après, est-ce que vous pensez que c'est mieux de continuer seul, peut-être avec un autre homme plus tard, quand vous aurez réellement dépassé cette souffrance, parce que pour l'instant, c'est même pas la peine d'y penser, ou est-ce que c'est envisageable de revenir avec lui? Mais tout ça, ça va se cheminer avec du temps. Vous pouvez pas prendre une décision comme ça tout de suite. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment, moi je vous inviterais par exemple à prendre une feuille, un stylo, et écrire qu'est-ce que vous ressentez, quelle est cette douleur si intense qui vous ravage le cœur. Parce que il y a des mots qui vont sortir, et puis vous allez les relire, et puis vous allez en écrire d'autres, et tout doucement, parce qu'il y a aussi, excusez-moi, je vais vous le dire, mais ça veut vraiment pas être méchant, il y a aussi une grande blessure d'amour-propre. Bien sûr. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut arriver à dépasser, parce que c'est pas, enfin, l'amour-propre, c'est la vie. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Oui. Ben oui, je sais bien que vous le comprenez. Son ego, sa fierté, son... Ben oui. Et puis vis-à-vis des autres, et vis-à-vis... Enfin, tout ça, c'est tout ça qu'il faut arriver à dépasser. Mais c'est parce que vous allez dépasser tout ça que vous allez devenir une belle personne. Et retrouver la sérénité. Vous devez retrouver la sérénité. Merci beaucoup à vous. Mais non, merci à vous d'avoir
eu confiance et de nous avoir appelés. Bon Merci. courage Marie-Louise. On va faire une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil du jour. Sud Radio, Brigitte Lahaye, le Love Conseil. Eh bien, voilà un Love Conseil qui s'appelle les 4 osés. Jacob Azerwal, ça va peut-être vous plaire, enfin en tout cas, vous me direz. Dans une relation, et pas seulement amoureuse d'ailleurs, il y aurait en gros 4 osés à respecter. Alors il y a oser demander, oser donner, oser recevoir et oser refuser. Excellent. Et c'est vrai qu'on a tendance plus ou moins à oser l'un ou l'autre, mais peut-être pas facilement les 4 tout le temps. Alors on va les décliner. Pouvoir oser demander, ça veut dire quoi? Ça veut dire oser demander sans avoir peur qu'on nous dise non. Parce que souvent, c'est parce qu'on a peur qu'on nous dise non qu'on n'ose pas demander. Absolument. Alors vous savez que juste pour aller dans votre sens, pendant longtemps, j'avais sur mon bureau une citation que je trouvais magnifique. Mon fils, dit le père, je n'ai qu'un conseil à te donner. Lève-toi de bonne heure. Bonne heure, c'est d'un bon pied, mais en temps tôt. Et n'oublie pas d'oser. D'oser, effectivement, c'est effectivement donc ce que vous dites là, et oser en plus tout ce que vous avez cité est extrêmement sain et serein, sain S-A-I-N. Et donc effectivement, oser demander, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, c'est donner la possibilité à l'autre de vous connaître et de vous comprendre vos attentes plutôt que d'être là en train de vous plaindre de ce que vos attentes n'ont pas été assouvies ou satisfaites. Donc exprimez les choses. Bien sûr, par contre, là vous avez 1000 fois raison, si à 7 sur 10 vous pensez que la personne va dire non, ne demandez pas. Oui, alors, mais encore que, vous allez avoir la frustration. Encore que c'est pas parce que vous pensez sur 7 sur 10 qu'elle va dire non, qu'elle dira non. Hein. C'est encore une fois notre subjectivité. Non. Exactement. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de demander sans exiger. En fait, c'est juste la façon de demander souvent qui fait qu'on va nous dire non ou qu'on va nous dire oui. Preuve en est, pour les auditeurs, auditrices qui ont suivi vos émissions de manière générale ou celles d'aujourd'hui, vous voyez bien, on entend bien votre bienveillance. Comment est-ce que à chaque fois vous amenez les choses et il y a la forme, parce qu'effectivement la semaine dernière par exemple quand je parlais de ce que c'est une belle personne, j'explique que le fond est important mais la forme est encore plus importante. Donc la forme, parfois même quand on a raison sur le fond, on doit prêter attention à la forme et donc effectivement comment la chose a été amenée. Voilà. Alors le deuxième, oser, c'est donner. Hein. Donc il faut pouvoir donner, mais il faut donner sans rien attendre en retour, sans étouffer l'autre avec tout ce qu'on va lui donner. Et c'est donc pas si simple que ça. Ensuite, pouvoir recevoir. Est-ce que je peux rebondir sur ça? Oui, bien sûr. J'avais une patiente et c'était une des premières fois où vraiment la personne m'a fait prendre conscience de ça. Elle me disait que, donc je lui ai dit, mais votre nouvel amoureux est extrêmement généreux. Et elle me dit non. Elle me dit, il crée une dette chez moi. C'est-à-dire, il m'inonde tellement de cadeaux qu'en fait, à un moment, je me sens à chaque fois redevable. Donc c'est pas de la véritable générosité parce que d'autant que, comme vous dites si bien, c'est pas un acte de générosité spontanée sans attente parce qu'à chaque fois il souligne que lui en retour il ne reçoit pas ce qu'il devrait. Donc effectivement, et là effectivement donner, c'est donner sans attendre de retour. Sans rien attendre en retour, voilà, absolument. Bravo. Ensuite, recevoir sans se sentir gêné, ça c'est pas si évident que ça non plus. J'ai toujours été surprise, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas trop recevoir, et ça c'est vrai que c'est quand même important, savoir recevoir. Mais 1000 fois vrai, parce que quand je fais des conférences sur l'amour et que je demande aux gens, définissez-moi le verbe aimer, tout le monde dit donner. Je leur dis c'est faux. C'est vrai que c'est donner, mais c'est aussi recevoir. Pourquoi? Recevoir, c'est permettre à l'autre de me donner, donc de m'aimer et de rentrer dans ma vie. Si je lui refuse, quelque part, je refuse son amour et je refuse qu'il s'implique. Or, vous savez, les vieux meubles, il y avait pas de clous. En fait, ça s'emboîte, ça s'imbrique. Donc, dans le don et dans le recevoir. Vous voyez? Comme un Lego. Oui, absolument. Et puis bon, ensuite, pouvoir refuser, oser refuser, sans évidemment dévaloriser l'autre, sans le nier, on peut dire non sans que ce soit. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas dire non et qui finalement donc se sentent obligés d'accepter des choses qu'ils n'ont pas envie. Parce que là où vous dites alors, et encore une fois, je vous félicite pour les nuances que vous apportez à chaque fois. Refuser, ça veut dire contenir sans repousser. Je peux dire non. Je peux pas, ou non, merci, ou quelque chose de cet ordre-là, mais j'ai pas besoin de dire non, pas non, hors de question, etc. Non, c'est non.
Ne refusez. J'ai pas besoin effectivement dans le mépris ou dans l'agressivité. Et ça, je vous rejoins tout à fait. Voilà, donc très souvent quand on n'ose pas ces quatre choses, c'est qu'on a peur de plus être aimé, on a peur de se sentir rejeté, il y a des règlements de compte, mais finalement à l'arrivée, c'est le couple qui souffre et c'est le couple qui risque d'aller mal. Donc il faut cultiver ces 4, oser, je les répète, oser demander, oser donner, oser recevoir, oser refuser. Céline est avec nous maintenant. Bonjour Céline. Bonjour. Oh, mais il y a du vent chez vous, Céline. À la plage? Ah, c'est la clim, non. C'est la clim. Parce que je suis en voiture. Voilà. Ah, et j'espère que vous ne roulez pas, parce que vous savez que c'est interdit. J'ai pas le droit de prendre un auditeur qui est en train de rouler, Céline. Bravo, Brigitte. Eh bien, écoutez, je suis garée. Bon. Donc tout va bien. Voilà. Donc tout va bien. Allez-y, on vous écoute. Vous êtes mariée, je crois, depuis 11 ans, c'est ça? Voilà. Je suis en instance de divorce. Donc mariée, petit garçon. On a rénové une grande maison en pierre, donc qui a contribué à créer beaucoup de conflits. On était toujours en conflit pour un enfant ou pour la maison. En plus, moi, avec mon travail, je roule beaucoup. J'ai eu une capsulite. C'est un problème à l'épaule qui a fait que j'ai été en arrêt, donc j'étais pas bien. Et puis ça fait très mal. Ouais. Et du coup, j'ai pris du poids. Donc, je vous explique un peu le contexte pour vous dire que moi, j'étais très mal dans ma peau. Donc, je pense que j'étais de plus en plus aigrie. Lui, c'est quelqu'un de très jovial, de très aussi dans la séduction, parce qu'il est arrivé à 50 ans. Donc, voilà, il aime bien sentir qu'il plaît aux filles. Donc, il sortait seul. Moi, voilà, j'avais peur de le perdre. Donc, je devenais jalouse, je devenais chiante en toute objectivité. Et voilà, et je redoutais ce qui arriva. Un jour, je l'ai surpris à textoter, voilà, avec quelqu'un. Voilà. Donc, j'ai dit, tu vois, que j'avais raison, bien sûr, d'être jalouse. Bon, je vous passe les détails. Et avec du recul, aujourd'hui, donc ça fait 3 ans, on s'entend hyper bien. Moi, j'ai fait une psychothérapie, je me suis beaucoup remise en question. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi il a parlé. En fait, moi, je témoigne aujourd'hui aussi pour dire que, certes, sur le coup, ma vie s'est effondrée, évidemment. J'étais au fond du trou, j'en ai beaucoup voulu. J'ai eu tous les stades de colère, de tristesse que vous pouvez imaginer. Et puis, au bout d'un moment, voilà quoi. Quand on fait un cheminement personnel, qu'on se remet en question, on se dit que quand on envoie beaucoup d'énergie négative, on reçoit un petit peu ce qu'on a semé, quoi. Je suis pas en train de le défendre. Il y a beaucoup de monde autour de moi qui me dit mais c'est fou que tu aies réussi à passer l'éponge. Bon, il y a aussi félicite. Mais écoutez, je suis gentille, oui, merci. Je prends vos félicitations parce que ça a été un long parcours, pendant plus d'1 an. L'art n'est pas de détruire. Voilà. Détruire, vous savez, je suis désolé de vous dire, mais quand il y a les tours jumelles, en une demi-heure, on les a détruites. Vous savez combien d'années il a fallu pour les construire? Plus de 10 ans. De l'art, etc. Oui. Détruire, c'est facile. Construire, c'est difficile. Et je salue les hommes et les femmes, et des femmes comme vous notamment, qui font tout pour rattraper. Rattraper, ça veut pas dire se laisser faire. Ça veut pas dire pardonner facilement. Mais ça veut dire être capable aussi, comme l'a dit tout à l'heure Brigitte, être capable aussi de faire sa part de remise en question et de se dire à quel niveau aussi, moi aussi, j'ai participé à ce dégât-là. Vraiment, je vous félicite. Vous avez sauvé votre famille. Écoutez, ça, c'est l'essentiel. Mais vous savez que j'ai été bénéficiaire de réagir comme ça, parce que quand je lui ai dit, tu sais quoi, je te comprends, quand on en a parlé, on s'est séparés après, mais j'ai senti qu'il était soulagé parce qu'il m'a dit, mais tu sais que je suis malheureux, mais je ne t'aime plus. Il a réussi à me dire ça. Là, ça m'a pété à la gueule, Waouh. Et je me suis dit, oui, je suis de tout. Donc, du coup, je me suis dit, au bout d'un moment, il va pas, parce qu'il restait, je me suis dit, mais non, faut arrêter, quoi, faut arrêter. Et du coup, on s'est séparés. Moi, je me suis remis au sport, j'ai maigri, j'ai appris à m'aimer. Et une fois qu'on s'aime, parce que c'est le secret, de toute façon, quand on s'aime, les autres vous aiment aussi. Et voilà, j'ai refait ma vie et j'ai rencontré un homme merveilleux. Et alors c'est rigolo parce que la psychothérapeute qui m'a suivie, quand j'ai été la voir au premier entretien, ça m'a marqué. En plus, paix à son âme, elle est décédée aujourd'hui du Covid. Oh mince. Ouais. Elle m'a dit... Voulez-vous la charger de la féliciter de ma part? Malheureusement. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, pardon?
Allez-y, Céline, oui. Oui, et donc du coup, le premier entretien, je pleurais comme une madeleine et je lui dis, vous croyez que mon mari reviendra parce que Et elle m'a dit, écoutez, je peux pas vous promettre qu'il reviendra, mais par contre, on peut travailler ensemble, soit vous allez être mieux et il reviendra, soit vous serez mieux et vous serez heureuse d'être seule. Et en fait, elle avait tout à fait raison, parce que moi, aujourd'hui, voilà, on s'entend super bien pour notre petit garçon, et je suis très amoureuse de mon nouveau chéri, et on s'entend, on est beaucoup plus en symbiose, voilà. Bravo. Oui, donc le couple au fond était mort, quoi. Voilà, mais ça peut se passer sans violence, en fait. C'est le message aussi que je veux faire passer. C'est sûr qu'il y a la période de digestion. Faut faire le deuil, hein. C'est comme la courbe de deuil. Vous savez, il y a tout ce qui est le déni, après la colère, la tristesse, puis après l'acceptation, et on digère. 4 étapes, il n'y a pas de doute. Voilà. Et après, il faut cheminer, et puis il faut avancer. Voilà. Ce que je voulais dire aujourd'hui. Bravo. Et je vous rejoins en tout cas quand vous avez dit tout à l'heure, et c'est le titre tout à fait de mon livre, de mon autre livre, Savoir s'aimer, avec un S apostrophe. Pour savoir aimer, il faut d'abord savoir s'aimer. Et vous avez raison, parce que vous avez fait votre ménage avec vous-même et que vous avez appris à vous aimer. Et parce que vous vous aimez, effectivement, vous êtes beaucoup plus séduisante et plus séductrice. Bravo. Mais là, comme ça... Je voudrais rajouter juste, allez-y, je vous en prie. Si vous permettez, pour rebondir sur ce que vous dites, je voulais juste préciser qu'en fait, quand on apprend à vivre seul, parce que moi j'ai toujours été en couple depuis l'âge de 16 ans, et en fait, quand on apprend à vivre en couple, qu'on fait des trucs, parce que moi du coup, pour me chouchouter, j'ai visité toutes les capitales d'Europe. Voilà, le week-end, je partais seule, comme ça, sans connaître personne. Et en fait, quand on apprend à vivre seul, à faire plein de choses toute seule, donc moi je dis aux femmes, soyez autonomes, en fait, c'est là où après on est avec quelqu'un, pas par dépendance affective, mais parce que c'est un choix d'être avec lui. Voilà. Je voulais juste ajouter ça. Oui, bien sûr. L'autre n'est pas là pour combler notre vide. Il est là pour nous apporter du plus. Mais ça, vous l'avez compris avec le temps. C'est toujours la même histoire. Mais Céline, est-ce que finalement, avant que vous alliez mal, avant ce problème à l'épaule, etc., est-ce que votre couple allait bien ou est-ce qu'il allait déjà pas bien? Alors c'est marrant parce que j'avais la sensation qu'il allait bien. Mais avec du recul, il y avait des failles. Et alors, en fait, parce qu'il est plus jeune que moi. Moi, je suis plus folle. Vous parliez tout à l'heure de oser. Moi, j'osais parler, demander et tout ça. Et lui, au niveau de la sexualité, il avait eu des problèmes un petit peu de la prostate. Il a manqué de confiance en lui parce qu'il approchait la cinquantaine. Et moi, comme je suis plus jeune, j'étais demandeuse et puis amoureuse aussi. Donc j'avais envie de mon mari. Et déjà, au niveau de la sexualité, il y avait déjà des petits signes quand même qui marquaient il y avait une opposition quand même entre nous. Il se sentait dévalorisé tout le temps. Par rapport à mon boulot aussi. Parce que lui, il était fonctionnaire, moi je suis à mon compte, on me parlait toujours de mon entreprise. Et je pense qu'il y avait des rivalités, alors que pourtant je faisais tout pour le valoriser. Mais c'est ce qui me semble, c'est que de toute façon, déjà en amont, il y avait déjà une distance qui s'était... Mais c'est tellement difficile de toute façon d'arriver à continuer ensemble dans la même direction. C'est vraiment tout un travail, le couple, évidemment. Je vous mens pas, tout à l'heure, en prenant mon café pour me détendre avant l'émission, je vous assure, à côté de moi, il y avait un couple âgé, pardonnez-moi, en tout cas, je n'ai pas d'autres termes, et je me suis permis, j'ai trouvé tellement tendre et tellement leur complicité, je leur ai dit, vraiment, je vous félicite, c'est extraordinaire, parce que vous avez 1000 fois raison, c'est un art et c'est un beau challenge de pouvoir vivre heureux et amoureux. C'est ce qu'on vous conseille, Céline. Continuez avec ce nouvel homme avec qui ça a l'air d'aller et profitez-en bien. Merci en tout cas de ce joli témoignage, Céline. Merci à vous. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous évoquons toujours les questions de fidélité, d'infidélité avec Jacob Azerwal qui est avec nous. Vous êtes psychothérapeute bien sûr et auteur de ce livre Le couple, les clés pour le réussir aux éditions Guy Trédaniel. Bonjour Serge.
Bonjour Brigitte, bonjour Jacob Azerouak. Bonjour Serge, vous êtes le premier à avoir dit Jacob, merci beaucoup. Je vous en prie. Bah écoutez, moi pour répondre à votre question, je crois que c'est un petit peu compliqué parce que au-delà de la tromperie, il y a la confiance qui s'installe et je pense que d'une part, si ça va jusqu'à la tromperie, je pense qu'il y a déjà un petit problème au niveau du couple. Donc, je crois que vous l'avez déjà évoqué, Jacob. Il faut voir le problème où il se trouve. Moi, j'ai toujours... Alors, je vais vous raconter une petite anecdote, mais qui s'était passée au tout début de la relation, où un jour, ma femme rentre, on n'était pas mariés, hein, c'était vraiment le début de la relation, on me dit, oh, bah voilà, j'étais avec des copains, et puis bon, bah ça s'est fini avec une petite... séance de bisous quoi. Bon, c'était pas aller au-delà, mais néanmoins, sur le coup, je lui ai dit, dégage quoi, pars de chez moi. Et donc ça avait été radical. Et puis par la suite, vers la fin de la relation, j'avoue que j'ai pas cherché. Peut-être que si j'avais cherché, j'aurais trouvé quelque chose. Mais c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est de savoir si la relation va bien. Mais si elle va mal, forcément, ça risque de déraper vers une tromperie. Mais si ça va bien, il n'y a pas de raison quoi. Et si vous cherchez, vous êtes Serge, vous êtes dans une croyance relativement répandue, mais qui malheureusement n'est qu'une croyance. Enfin, je veux dire, si c'était si simple, ça se saurait. Sans doute, mais enfin, encore une fois, moi je pense que si ça va jusqu'à la tromperie, c'est quoi l'intérêt pour ma part en tout cas, hein, je le conçois, si c'est juste pour chercher la relation sexuelle, il y en a qui sont dans cet objectif-là, mais moi la relation elle doit se faire dans la confiance, dans le sentiment. Et ça n'a pas d'intérêt d'aller chercher au-delà. Vous avez raison dans l'idéal, bien sûr, mais vous oubliez, c'était d'ailleurs le sujet que nous avions abordé il y a 15 jours, vous oubliez la question de la pulsion. Un être humain, c'est pas quelqu'un qui raisonne uniquement avec sa tête. Ça résonne aussi parfois avec le cœur et parfois avec ce qu'il y a plus bas. Alors je voudrais en tout cas, Serge, sincèrement, on a été gâtés aujourd'hui, on a eu l'intelligence au début, on a eu après la personne gentille, après on a eu l'émotion, et avec vous on a l'humour, vous êtes trop sympathique, je comprends même pas qu'une femme puisse vous tromper. Sérieusement, vous avez l'air trop sympathique. Vous savez, il y a une chanson qui dit « Ne me quitte pas ». Ne me quitte pas. Le mec suicidaire, on ne veut que le quitter. Et puis vous avez la même version qui est ne me quitte pas, je veux oublier. Et on n'a pas envie de tromper celui-là. Donc comment est-ce qu'une femme peut vous tromper, mon cher Serge? Là où Brigitte, évidemment, elle a raison, c'est que c'est bien beau, c'est très poétique ce que vous dites, la confiance, etc. Mais vous savez, un de mes premiers livres, qui n'était même pas un livre, c'était juste un recueil de pensées, où je dis non pas que l'erreur est humaine, mais quelqu'un qui est humain, il peut pas ne pas faire d'erreur. C'est impossible. Donc en fait, comprenez qu'effectivement, nous sommes des êtres de chair et de sang et d'os. Donc ça veut dire que la différence avec moi dans mon bureau, j'ai un bronze avec Napoléon, je dis Napoléon, et il n'a pas d'émotion. Donc ce bronze, c'est un bronze. Donc ni il faute, ni il fait des choses bien, ni il fait des choses mauvaises. Mais nous, vous, moi, Brigitte, nous tous, on est des êtres humains. Et l'être humain, il est soumis à des pulsions. Donc bien sûr qu'on doit se maîtriser, bien sûr on peut dominer ses pulsions, etc. Mais comprenez que malgré tout, on est là. Et c'est pour ça qu'on est dans la bienveillance, on ne peut pas être dans la malveillance, qu'on est dans l'indulgence, qu'on n'est pas dans la rigueur. Et c'est là où, effectivement, on doit se poser la question, est-ce que est-ce que ça vaut le coup de tout détruire parce qu'il y a eu une glissade, mais aussi, et c'est surtout ça, parce qu'effectivement, encore une fois, c'est pas dans le couple, mais dans mon autre livre, Savoir s'aimer sur le pardon, où je dis, est-ce qu'on doit tout pardonner parce que trop pardonner facilement, c'est pas bon non plus, parce qu'effectivement, la personne peut récidiver. Et c'est là toute la question. C'est l'autre à glisser, mais à moi aussi, comme ce que vous avez dit, de travailler en amont, donc de préparer un lit de couple où la relation est agréable, donc il n'y a pas d'accident, et effectivement, de se faire en sorte pour ne pas qu'il y ait de récidive. Alors là, vous parlez, vous comme Brigitte, vous parlez d'une partie d'un soir. J'ai pas rencontré le cas, donc je ne connais pas ma réaction. Mais si on parle d'une relation qui s'installe dans le temps, une relation
adultère, on va dire, qui s'installe dans le temps, là la question, enfin la réponse en tout cas n'est plus la même. D'accord. Si elle s'installe dans le temps, ça veut dire qu'il y a du sentiment qui s'installe, donc les sentiments sont plus partagés avec. Mais parce que vous croyez. Non mais parce que Serge, vous croyez qu'on peut pas aimer deux personnes? Alors ça c'est un autre sujet. Brigitte, c'est pas moi. Ouais. Ça c'est un autre sujet. C'est le sujet quand même. C'est le sujet, mais je veux dire, oui, bien sûr, bien évidemment. Mais bon, dans la mesure où vous installez dans une relation de couple et au-delà dans le mariage, il faut quand même qu'il y ait de la part de l'un et de l'autre une réciprocité. Oui, mais il faut avec les sentiments et les émotions, ça fait pas toujours bon ménage. Mais encore une fois, Serge, je n'ai absolument aucune certitude. Je pense que c'est vraiment chacun fait ce qu'il peut. Ouais, et puis voilà. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas être trop dans la certitude que parce qu'on forme un couple et qu'on s'aime, ça n'arrivera pas. Parce que c'est pas si. Enfin, moi j'entends ça depuis très longtemps, donc je ne dis absolument pas que ça n'arrivera pas. Je dis simplement, pour ma vision à moi, une partie d'un soir, c'est à réfléchir. Le cas, c'est pas présenté au-delà de ce que vous avez dit tout à l'heure. Disons que vous, une partie d'un soir, vous seriez apte à le comprendre. Une relation parallèle, ce serait pas possible. C'est ça que vous voulez dire? En tout cas, la relation parallèle, pour moi, c'est parce que la relation existante, elle a son terme, quoi. En tout cas, elle traverse des orages, quoi. D'accord. Oui, c'est votre façon de voir les choses et elle est tout à fait respectable. Et je crois qu'on a tous notre façon de voir les choses. Et après, c'est embêtant si notre partenaire ne voit pas les choses de la même manière. Là, ça nécessite peut-être un peu de communication. Merci en tout cas, Serge. Merci, Serge, Jacob. Moi, je voudrais juste dire à Serge. Je suis désolée, en tout cas, merci Serge et restez comme ça, sympathique. Mais on est en fin d'émission. Merci en tout cas, Jacob Azerwal. Ça s'appelle Couple, les clés pour le réussir. C'est aux éditions Guittre et Daniel. Vous évoquez évidemment l'infidélité dans ce livre. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Et demain, on sera avec Christophe Médici et c'est un joli sujet. Savez-vous dire merci à votre partenaire? Est-ce que vous savez privilégier les compliments aux critiques? C'est ce qu'on verra. La bienveillance dans le couple. Notre sujet demain. Merci Brigitte. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.